Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je vous propose de démarrer ce webinaire qui est donc organisé par le CREAI en collaboration avec le Conseil départemental du Nord. Donc ce webinaire sur l'habitat inclusif dans le département du Nord. Je vais juste vous faire une petite présentation du CREAI pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le CREAI, c'est le Centre régional d'études, d'action, d'information en faveur des populations vulnérables, qui a été créé en 1964 par un arrêté ministériel pour venir en appui à la construction et au déploiement des politiques publiques de la vulnérabilité. Il y a un CREAI dans chaque région et une fédération nationale qui s'appelle l'ANCREAI. Les missions du CREAI, c'est d'accompagner les professionnels avec des prestations de conseil pour la mise en œuvre de leurs projets stratégiques, de leur offre de services et de leurs pratiques, de former et accompagner les professionnels pour les aider à améliorer la qualité de leur accompagnement des personnes qu'ils accompagnent, être au cœur des réseaux d'acteurs, donc notamment en animant des réseaux du secteur social et médico-social pour favoriser les synergies entre les professionnels, et puis de réaliser des missions d'études et d'observation dans le but d'aider les acteurs dans leur prise de décision. Voilà, donc je vous ai présenté le CREAI, je ne me suis pas présentée, je suis Aurélie Cassarin, directrice des activités. Donc, je suis accompagnée de Sylviane Driss, qui est responsable du service accueil alternatif au Conseil départemental du Nord, et Philippe Saunier, qui est directeur de la CIP technique de la CIP, qui viendra partager son expérience sur l'habitat inclusif. Vous aurez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure, et il y aura plutôt un temps d'échange du coup à la fin. On répondra à l'ensemble de vos questions. Ce webinaire, il a pour objectif d'informer notamment les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de ce qu'est l'habitat inclusif, parce que vous pourrez avoir, ou vous avez peut-être des majeurs protégés qui sont au sein de ces habitats, et ça vous permettra de comprendre du coup le fonctionnement de ces habitats, aussi des financements particuliers qui sont demandés par le majeur, mais qui vont directement au projet, et puis la place des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'octroi de ces financements. Voilà, et ben, je passe la parole à Sylviane Driss. Bonjour à tous. Donc, bon, voilà, la présentation a été faite. Donc, je vais vous présenter l'habitat inclusif, qui est une politique qui est gérée par le département du Nord. Et on va d'abord regarder un petit film qui est explicatif sur l'aide à la vie partagée. Je vous laisse le lancer du coup. Oui, voilà, c'est ça le petit historique. Désolée. Vivre en habitat inclusif, c'est vivre chez soi, mais pas seul. C'est avoir un logement indépendant et des espaces de vie partagés pour se retrouver et faire des activités. C'est un projet à taille humaine, alliant temps personnel et temps collectif. Plusieurs formes d'habitat sont possibles. La colocation. Les locataires ont une chambre individuelle et un espace de vie partagé avec les autres colocataires. L'habitat regroupé. Les locataires ont leur propre logement dans un même immeuble. L'habitat diffus. Les locataires ont leur propre logement dans un même quartier.
Tous les locataires partagent des moments collectifs dans des espaces dédiés et ont en commun un projet de vie sociale et partagé. Pour accompagner ces nordistes dans leur choix, le département du Nord a mis en place depuis 2021 l'aide à la vie partagée, AVP. Elle est cofinancée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département. Pour recevoir cette aide, les locataires doivent être en situation d'invalidité ou de handicap ou avoir plus de 65 ans. Vivre à titre principal dans un habitat inclusif conventionné avec le département. Habiter dans un habitat inclusif qui a mis en place un projet de vie sociale. L'aide à la vie partagée permet de financer la coordination et l'animation du projet de vie sociale et partagé. Son montant dépend de sa capacité à faciliter une dynamique collective, favorisant le vivre ensemble entre les habitants et leur environnement et le faire ensemble. Aujourd'hui, 85 projets ont conventionné avec le département, permettant à plus de 700 nordistes de vivre en habitat inclusif. Voilà, ça vous donne une petite idée déjà de ce que c'est l'habitat inclusif au sens de l'AVP, parce qu'on verra ensuite qu'il y a vraiment des formes qui sont hors cadre de l'AVP. Mais aujourd'hui, c'est un terme qui est assez, qui est vraiment un peu utilisé à toutes les sauces pour décrire finalement différentes formes d'habitat de type béguinage, résidence-service, etc. On a préparé un PowerPoint, mais je vais volontairement me détacher de ce PowerPoint parce qu'il est très long, mais au moins il sera à votre disposition et vous pourrez le consulter. Donc, bon, c'est ça aussi le but. Donc, l'habitat inclusif, c'est vrai que ça répond aux défis démographiques, puisqu'on le sait, avec les baby-boom, enfin, on arrive tous à l'horizon, là, dans 5 ans, l'horizon 2030. Déjà, je pense qu'on arrivera à un boom au niveau de la personne âgée. Et c'est vrai que l'habitat inclusif, il y a quand même cet objectif de répondre à des souhaits, de continuer à vivre dans un chez-soi, mais bon, une forme de chez-soi qui permet de se maintenir en autonomie à la maison tout en ayant des pairs cohabitants qui stimulent la vie quotidienne ou qui des personnes bienveillantes qui vous permettent de vous maintenir dans cette autonomie de vie. Donc, c'est toujours une offre adaptée et vraiment qui bénéficie de financements particuliers. Elle part de la volonté des personnes. On n'impose pas aux personnes d'habiter dans un habitat inclusif, puisqu'il y a un projet co-construit auquel il faut participer. Donc, les personnes, elles doivent être complètement adhérentes. Et donc souvent, ça se développe dans des cœurs de ville, puisque l'idée, c'est qu'on favorise aussi l'autonomie des personnes. Donc, il faut faciliter l'accès aux services. Donc, quand se développe un habitat inclusif, souvent, le porteur de projet est parti d'un diagnostic de territoire. Il faut que ça réponde à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il ne s'agit pas de faire un habitat inclusif et ensuite d'avoir aucun locataire au sein de cet habitat. Donc, on le disait tout à l'heure, le libre choix, ces 3 caractéristiques qui sont fondées sur le libre choix, un habitat qui est durablement inscrit dans la cité et le projet de vie sociale et partagé qui est la pierre angulaire du projet. Je vais passer peut-être les slides, parce que du coup, je n'ai plus qu'à appuyer. Donc là, je vous ai mis un corpus qui donne un petit peu toute l'évolution réglementaire de l'habitat inclusif, parce que c'est parti de la loi Elan 2018, et aujourd'hui, c'est une politique en évolution, puisque c'est 4 politiques publiques qui sont engagées. Il y a la politique logement, la politique autonomie, la politique handicap, et il y a une politique des territoires aussi, les textes, ils ne sont pas au même niveau. On voit bien que nous, on avance, et par exemple, la politique logement, elle n'est pas au même niveau. On l'a vu dernièrement sur l'ERP, puisque effectivement, est-ce qu'un habitat inclusif, il est soumis aux réglementations de type ERP? Donc, il y a toutes ces questions-là qui continuent à se poser, et donc les textes doivent encore évoluer. Ça, vous l'aurez en information.
Ensuite, là, on reprend un petit peu qu'est-ce que c'est l'habitat inclusif. Hein, vous l'avez eu dans le petit film, mais donc on est dans un projet, dans un habitat de type, enfin, comme tout le monde. Hein, ça s'inscrit souvent dans le droit commun. Il y a le projet de vie sociale et partagée, et ensuite, ben voilà, c'est vraiment la résidence principale de la personne. Donc c'est un logement autonome. C'est comme voilà, tout à chacun. C'est pas un logement dans une résidence-service ou dans une forme de projet médico-social avec une organisation du personnel présent 24/24. Donc là, vous avez un peu tout le détail. Ensuite, là, on a un peu noté l'habitat inclusif. Il y a des structures dans lesquelles il ne peut pas être constitué. Ça, c'est un peu toutes comment dire, toutes les déviances qu'on observe. On observe, par exemple, des porteurs au niveau national qui développent des projets, qui veulent développer des projets dans des structurations déjà inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles. Et là, ça, c'est pas possible. Donc, on a mis la liste, hein, donc je le disais tout à l'heure, donc la résidence sociale, c'est impossible, une résidence universitaire, une pension de famille. Voilà, vous avez là un peu toute la liste des structurations qui ne peuvent pas ouvrir un habitat inclusif au sein du bâtiment. Donc, les personnes qui sont locataires, hein, puisque l'AVP, l'habitat inclusif, ça concerne des personnes âgées, personnes en situation de handicap, et donc il faut des conditions, effectivement, pour bénéficier de l'aide à la vie partagée. Donc, une situation de handicap reconnue, hein, ou une pension, une invalidité première, deuxième ou troisième catégorie. Et là, c'est vrai que vous pouvez, en référence, aller voir le règlement départemental d'aide sociale, hein, puisque là, c'est un droit inscrit avec toutes les conditions qui sont notées hein, sur l'aide sociale, puisque l'AVP, vous le verrez, on verra après, c'est de l'aide sociale. Hein, donc, il est complètement inscrit dans notre RDAS et vous trouverez toutes les modalités d'accessibilité dans le RDAS. Donc, les personnes, elles doivent faire le choix hein, de ce type d'habitation en résidence principale, c'est avec leur logement principal. Donc, c'est un projet qui est conventionné par le département au titre d'une convention 3P, hein, porteur de projets partagés. Donc, c'est des conventions, voilà, on en a 85 hein, qui ont été passées aujourd'hui. Et ensuite, dans le cadre de ces projets, puisque souvent les personnes, soit elles bénéficient de la PCH ou de l'APA, donc pour optimiser le temps de présence d'un SAD, il est possible de mutualiser quelques fonctions pour faciliter, donc pour permettre déjà une intervention plus longue de la personne du SAD et favoriser aussi voilà, une qualité finalement d'intervention puisqu'on a plus de temps avec les personnes. Donc, bien sûr, il n'y a pas de SAD dédié au sein d'un habitat inclusif. Hein. Les personnes, elles choisissent aussi un SAD. Il n'y a jamais de SAD associé automatiquement. Donc, ensuite, voilà, il y a le projet de vie sociale et partagée qui évolue hein, en fonction aussi des projets des locataires. C'est pas un projet figé pour un an. Un projet de vie sociale et partagée, on n'attend pas non plus forcément une forme très formalisée. Hein. On attend surtout une dynamique hein, qui est vraiment à la main des locataires et qu'on construit avec les locataires en tout cas. Donc, c'est pour ça que ce projet de vie sociale, il est souvent, il est nécessaire en tout cas pour pouvoir le vivre, il faut un espace dédié. Donc, soit une salle dédiée au sein du projet, soit ça sera les lieux communs de la colocation, mais toujours est-il que pour partager des choses ensemble, il faut pouvoir bénéficier d'une salle spécifique pour être tous ensemble au sein du projet. Donc voilà, on retrouve là les différentes formes d'habitat inclusif. On a des projets qui sont dans du regroupé. Hein, donc c'est un grand immeuble, de 20 à 40 personnes,
avec un projet au sein de cet immeuble d'habitat inclusif. Donc, c'est complètement mixité sociale. Ce n'est pas un immeuble avec 40 logements pour des personnes âgées et personnes en situation de handicap, parce que ça aussi, c'est des projets qu'on découvre, où là, on n'a que des personnes vulnérables entre elles. Donc, ce n'est pas ça un projet d'habitat inclusif. Ils se font dans la masse, ils se font dans une normalité de vie. Donc voilà, il peut être situé dans un immeuble en regroupé. En diffus, ça peut être à l'échelle d'un quartier, donc des maisons toutes simples au niveau d'un quartier, notamment pour des personnes âgées qui habitent une commune et qui ne souhaitent pas forcément quitter leur logement, mais néanmoins qui sont assez isolés ou qui n'ont plus envie de sortir parce que les enfants sont partis, etc. Donc l'idée, c'est de retrouver une certaine envie de faire et la stimulation en fait avec les autres, elle pousse finalement l'être humain à quand même continuer à faire. Donc c'est ça aussi l'objectif du projet. Ensuite, on a les formes de colocation qui sont aussi très répandues sur des projets d'habitat inclusif pour des personnes en situation de handicap, des petites colocations. Ça fonctionne plutôt bien et c'est souvent une première étape sur la vie autonome, en apprentissage aussi vers un autre logement, plus en autonomie. Et donc là, parfois, on a des hybridations possibles, c'est-à-dire qu'on a on a par exemple un projet qui peut être en colocation, mais avec 2-3 logements en diffus en proximité. Ça permet aussi de travailler sur les parcours et de faciliter le parcours des personnes vers une autonomie progressive. Donc tout ça, c'est tout à fait possible de trouver des projets mixés. Et bien sûr, je reviens un peu, on a des projets hors cadre qui sont là où il y a vraiment un grand nombre de personnes vulnérables entre elles, avec des services qui sont obligatoires et facturés. Donc souvent, ces projets-là, ils coûtent quand même assez cher, puisque vous avez le loyer plus un forfait de service qui est obligatoire et payant. Et en plus, parfois, vous avez encore des services optionnels, ce qui, on a observé des coûts allant quand même jusqu'à 4 000 euros. Donc là, on explose les plafonds. Donc, pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant au cadre du projet. Donc, c'est des projets aussi qui sont toujours dans l'écosystème. On le disait au début, effectivement, un projet d'habitat inclusif, ça ne se décrète pas, puisque on est dans le droit commun et on le sait tous ici, le droit commun, c'est pas facile, parce qu'il faut faire des démarches et on est confronté à des difficultés informatiques, des guichets qui ne sont pas forcément de proximité. Et donc, pour faciliter un petit peu toute l'inscription des personnes dans la cité, dans leur projet, le faire tout seul, c'est vrai qu'il est important que ce projet d'habitat inclusif s'inscrit dans l'écosystème. Et vraiment facilitateur, on le disait, pour tout ce qui est l'accès au transport, aux services. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que le coordinateur, dans ce projet-là, a un rôle important de facilitateur. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais bien d'accompagner vers. Et et en collectif. Donc, c'est-à-dire que souvent, une fois que la personne elle a fait la démarche, elle est souvent très contente de pouvoir partager son expérience et accompagner un autre cohabitant à le faire, à faire la démarche que lui, il a déjà faite. Donc, tout ça, c'est vraiment, ça permet de la stimulation et de la pérédance. Donc là, on passe plus un peu sur le droit. Je vais un peu vite peut-être, je suis désolée, mais bon, n'hésitez pas à m'arrêter si nécessaire. Donc le département du Nord avait une politique très volontariste sur des projets intermédiaires. Donc on a soutenu des projets depuis 2012. Et forcément, en 2021, quand le droit à l'aide à la vie partagée été rendu possible par les textes, par la loi de finances, ça devait être 2021. 2021, oui, c'est ça. Et donc, en fait, avec la création de ce nouveau droit, on a tout de suite, du coup, créé, nous, dans notre RDAS, parce qu'on avait déjà des projets existants, et donc, il y avait possibilité de permettre à des personnes de bénéficier d'emblée de ce nouveau droit. Donc, on le disait, c'est inscrit dans le RDS, vous voyez un petit peu donc, la référence.
Donc avec une modulation d'AVP qu'on a gardé, nous, à cette hauteur-là, avec trois montants, un montant socle qui est de 5 000 euros par personne et par an, une AVP médiane qui est à 7 500 et intensif à 10 000 euros. Donc c'est vrai que finalement, dans le cadre de nos projets, ça finance bien sûr la coordination et l'animation du projet. Et on observe finalement, ça finance souvent des postes, puisque bon, c'est vraiment souvent à ça que c'est lié. Et on observe des projets qui bénéficient 35 000 euros, avec 5 locataires. À 7 500, on atteint 35 000 euros par an, jusqu'à 90 000 euros par projet, selon le nombre de locataires et aussi le niveau de handicap ou de perte d'autonomie. Donc, il faut savoir qu'aussi, plus on est en situation de handicap, moins on a d'AVP. Puisque c'est vrai que ça veut dire que si on est en une situation de handicap plus importante, on a des aides individuelles aussi qui viennent s'ajouter et forcément avec une intensité d'aide à la vie partagée qui amoindrit. Donc là, je vous ai mis un petit peu pour information le rôle du coordinateur animateur et là où il va essayer d'agir pour faciliter justement l'inclusion des personnes, mais aussi permettre aux partenariats de se constituer autour de l'habitat inclusif, puisque l'inclusion, on le dit souvent, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire qu'il y a un habitat inclusif pour dire, bah pouf, allez, les personnes toutes seules, elles vont trouver de l'autonomie, elles vont... Non, il faut vraiment l'engagement des partenaires pour pouvoir faciliter toute cette inclusion par la possibilité d'accès à la culture, au transport, voilà, vraiment aux petits riens du quotidien, mais il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Aujourd'hui, on est encore timide sur ce point-là. Donc là, un petit peu encore des critères structurels sur le montant d'AVP et sur là où ça agit en termes d'action. Là, je veux pas. Donc, vous avez le support. Donc, l'état du développement national, c'est vrai que nous, on est un département assez, du coup, doté, puisqu'on avait une politique volontariste forte, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc, on a quand même aujourd'hui, au niveau de la France, on est l'un des plus grands départements en termes de projets d'habitat inclusif. Donc voilà la cartographie au niveau national. Et là, vous voyez un petit peu en région Hauts-de-France, donc avec le Nord, qui a bien 85 projets. Et voilà, plus de 700 habitants concernés. Ça vous donne une idée un petit peu du développement de l'habitat inclusif dans les Hauts-de-France. Là, bon, après, c'est une cartographie où vous pouvez géocaliser les projets, puisqu'on a essayé aussi dans notre déploiement de doter tous les territoires, d'atteindre un équilibre entre les territoires. Donc, on a, bien sûr, il y a encore des zones blanches malgré tout. Et donc, mais il y a quand même pas mal de projets aujourd'hui implantés, en tout cas dans tous nos territoires. Donc le projet projet de vie sociale et partagée, donc c'est la pierre angulaire, on le disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est aussi comment on met en œuvre ce pouvoir d'agir, ce qui est aussi encore un terme galvaudé. Aujourd'hui, le pouvoir d'agir, il est mis aussi à toutes les sauces. Donc c'est comment on le rend visible, vivant au niveau des personnes. Donc c'est pas facile parce que c'est vrai que finalement dans le cadre de nos projets, on a beaucoup d'acteurs qui viennent du champ médico-social et ils reproduisent des schémas de l'ESMS. Donc on est sur cette période où on doit construire les outils, si je peux dire comme ça, mais les outils de la vie partagée, des outils qui se détachent de la loi de 2002. Mais là, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a une innovation importante attendue de la part des porteurs pour pouvoir justement créer quelque chose d'autre au niveau de ces projets d'habitat inclusif pour faire vivre cette participation des personnes. Il y a souvent un accompagnement qui ressemble quand même à l'habitat, à de l'ESMS.
Donc, et ça, donc sur le projet de co-construction du projet de vie sociale et partagée, c'est vrai qu'on est souvent, le coordinateur, animateur doit souvent aller chercher hein, les personnes parce que les personnes, ils ont tellement eu l'habitude qu'on leur dit, ben, fais ça, ben, fais comme ça ou bien à cette activité-là, elles sont jamais force de proposition en fait. Donc là, c'est tout l'enjeu, c'est de voilà, retourner un petit peu cette machine et de faire comprendre aux personnes qu'effectivement, on attend d'elles qu'elles soient force de proposition. Mais c'est très long hein, et c'est pas facile. Donc, mais dans les témoignages, en tout cas, les gens nous disent souvent, quand on dit qu'est-ce que c'est par rapport à la vie d'avant, vous étiez soit en établissement, soit à la maison, il y a quand même tout de suite, les témoignages évoquent tout de suite quand même une prise d'autonomie, hein, le sentiment quand même du plus d'autonomie, même si dans la réalité, euh, on attend encore beaucoup du coordinateur pour proposer. Mais il y a quand même ce sentiment de vie autonome. Donc ça, c'est quand même où il n'y a plus d'obligation de rentrer à telle heure alors qu'on a 40 ans. Donc tout ça, c'est quand même souvent très apprécié. Donc voilà, ça c'est donc comment finalement on va chercher la parole des personnes pour co-construire le projet d'habitat inclusif, le projet de vie sociale et partagée. Et parfois on a des vidéos. C'est le projet de vie sociale et partagée, c'est une vidéo où les gens, les locataires expliquent tout simplement comment ils partagent ensemble des choses, comment ils ont décidé de partager des choses ensemble. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très formel et ça suffit complètement. Donc, voilà les facteurs de réussite d'un projet. Hein, on le disait tout à l'heure, toute la force finalement de l'écosystème. Hein, et aussi, et ça, on le voit dans l'habitat inclusif, on voit aussi des beaux logements. Parce que souvent, pour des personnes en situation de handicap, ce n'est pas des beaux logements. Faut le dire. Moi, je l'ai constaté, donc je peux le dire. Hein, et là, c'est bien, c'est que c'est du beau logement dans du droit commun, adapté avec des belles cuisines équipées, des choses vraiment. Et les gens, les locataires, ils se sentent responsabilisés parce qu'ils sont dans du beau. Et ça, rien que ça, d'arriver dans un beau logement, ça redonne confiance. Et c'est aussi les premiers aspects qu'on retrouve. Mais autrement, voilà aussi des modèles qui ne coûtent pas plus cher qu'à la maison. Ça, on vient un modèle économique qui préserve le reste à charge des personnes parce que ça ne coûte jamais plus cher qu'à la maison. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de service obligatoire dans l'habitat inclusif chez vous, vous n'avez pas de service obligatoire. Donc là, c'est pareil. On a mis certains facteurs de réussite. Bon, là, voilà, on reprend cet écosystème encore une fois et un peu ce qui est ce qui est bien pour l'habitat inclusif, hein, vivre ensemble, logement ordinaire, vie sociale et partagée, et ce qui serait pas bienvenu de parler de prise en charge, de bénéficiaires, de livrets d'accueil, de projets de service. On en voit hein, aujourd'hui, mais c'est maladroit. Hein. C'est une nouvelle politique en 2021 et les porteurs, c'est pas volontaire hein, souvent quand ils font une charte, un projet de service. C'est vraiment maladroit et ce que je vous dis aujourd'hui, tout est à inventer en fait. Et c'est difficile de se détacher des habitudes médico-sociales que nombre de porteurs ont pris. Donc la CNSA nous a donné un petit guide pour repérer un projet d'habitat inclusif hein, en posant un petit peu des questions hein, pour se dire est-ce que c'est un habitat inclusif ou pas. Donc par exemple, l'habitant est-il libre de la gestion de son rythme de vie, des personnes qu'il invite, de ses activités, de ses allées et venues. Si c'est non, à ce moment-là, c'est pas un habitat inclusif. Vous voyez, voilà, il y a quelques questions comme ça. Existe-t-il des espaces de vie individuels et des espaces partagés? Là aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Les habitants peuvent-ils choisir librement les services et les professionnels pour le soutien à l'autonomie ou à la santé? Parce qu'il n'y a pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de SAD associé à l'habitat, ni de secteur médical qui serait dédié à cet habitat.
Là, je vous ai donné un petit peu les supports que vous retrouvez sur le site du département. Donc, il y a un support FALC qui permet justement de mieux communiquer avec les personnes que vous accompagnez, par exemple, sur ce que c'est l'aide à la vie partagée, ce que ça vient financer. Et vous avez aussi sur le site du département, vous retrouvez le formulaire de demande d'aide à la vie partagée. Il faut bien s'assurer, il ne faut pas faire ce qu'on a eu au début aussi, des formulaires qui nous arrivaient comme ça, de manière spontanée par des tuteurs ou des personnes elles-mêmes, mais où il n'y avait pas de projet qui était ciblé en fait. Donc, c'est pas possible. Nous, le formulaire de projet d'aide à la vie partagée, on peut nous l'envoyer uniquement quand la personne elle est bien identifiée sur un projet d'habitat inclusif qui est conventionné par le département. Donc là, vous retrouvez des documents de référence liés à l'habitat inclusif. C'est des références intéressantes, dont le rapport Pifto, qui est quand même assez connu. Et voilà, quelques supports aussi intéressants sur l'aide à la vie partagée. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire vite et de me détacher pour privilégier les échanges et puis aussi l'échange avec toi. Oui. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience au niveau de l'habitat partagé, puisque on a créé maintenant depuis 6 ans 3 habitats. Surtout des colocations d'ailleurs. Au départ, la demande est partie du réseau précarité santé mentale avec des partenaires, donc la GSS de l'EDAF, l'hôpital psychiatrique, notre service, parce qu'il y avait un constat. Le constat, c'était que les personnes protégées souffraient d'isolement et c'était une des raisons d'échec du maintien dans le droit commun dans un logement ou qui dégradait ou il y avait des alternances d'hospitalisation qui ne favorisaient pas l'inclusion dans la société. Donc, on a réfléchi sur ce que pouvait être ce projet. On est parti sur effectivement la perspective de logements qui pouvaient être regroupés dans un même bâti. On a donc travaillé avec Promocil. La FEJ s'est associée avec nous et a été le porteur du projet. Et il y a donc 6 ans, Promocil a retapé un logement pour le mettre à disposition des personnes. Alors, ce sont des personnes qui sont pour la plupart, enfin pour les deux principales, sous mesure de protection. Ça a été un choix parce que le bailleur voulait être assuré. Il voulait être sûr d'avoir le paiement de son loyer. Donc bon, c'était une première étape. On a beaucoup de personnes protégées, alors quelle que soit la mesure de protection, ça peut être tutelle ou curatelle, qui souffrent de troubles psy et qui ont retrouvé dans cet habitat une possibilité de s'insérer, de ne plus être isolés et de partager des temps collectifs, mais tout en ayant leur logement propre. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine chance, puisque dans leur chambre, ils ont un aspect cabinet-toilette et dépendant. Ils partagent tout ce qui est électroménager, machine à laver, choses comme ça, et puis le temps du repas, puisque la cuisine et la salle à manger sont communs. On a actuellement 3 logements, 2 qui sont sur Gemont et un qui est à Fourmies. Et depuis peu, il y a un diffus qui s'est associé à ce type de logement, ce qui permet aussi aux personnes, par rapport à leur projet, de pouvoir évoluer dans leur autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vivre l'habitat partagé comme une étape dans le parcours de la personne. Elle signe d'abord un contrat de location, parce qu'elle est locataire, avec des droits. Elle a droit à l'APL pour sa partie logement. Elle met en commun bien souvent l'aspect alimentaire pour pouvoir partager sur des temps dédiés des repas et puis pouvoir faire les courses aussi avec les personnes. Alors on peut les faire seules, mais bien souvent c'est accompagné parce que c'est aussi l'intérêt, c'est de se réapproprier aussi la vie en société. L'intérêt d'avoir un coordinateur, nous on l'a vu de façon assez pertinente puisque elle a permis d'ouvrir les logements sur la commune qu'on a associée. On a associé la municipalité qui est venue visiter, qui avait un regard bienveillant sur ce projet. Et puis on a associé aussi les voisins, parce que l'image de la personne handicapée qui vient visiter, c'était un peu compliqué. Là, aujourd'hui, il y a de la solidarité d'entraide entre les personnes, les voisins, quand il y a une difficulté, ce qui est assez sympathique.
Et donc, l'ouverture sur l'extérieur, ça a permis aussi de la bibliothèque de faire des potagers partagés, d'aller s'occuper d'animaux, d'aller dans un centre équestre. Et tout ça, ça a été organisé parce que la commune le favorisait et les personnes avaient cet accès, cette possibilité de s'ouvrir sur ce qui était proposé sur la commune. C'est l'intérêt. Alors, en plus, ce qui est pertinent, c'est qu'il y a dans chaque commune une gare, donc ça leur permet de se déplacer et de ne pas être isolé dans un secteur en disant je suis dans la ville et je ne peux pas en sortir parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, on n'est pas obligé de sortir de l'habitat partagé. Je veux dire, il n'y a pas de date limite. On ne leur dit pas, voilà, vous y êtes entré, vous y serez jusqu'à ce que le procès s'en suive. Il y en a qui veulent y rester. Il y a des échecs. Il y a des personnes pour qui c'est pas fait. Au départ, ils avaient contractualisé, ils pensaient que ça correspondait à leur projet. Il faut toujours rester sur cette notion de projet. Et en fait, ils s'aperçoivent au fil du temps que c'est pas une réussite. On a mis en place, nous, dès le départ, une possibilité de période d'essai de 3 mois. C'est-à-dire qu'en général, ils gardent leur logement d'origine pour voir si effectivement ça correspond vraiment à leur projet, si ça correspond aussi à leur habitude de vie. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir habiter avec d'autres personnes, de partager des lieux communs, de respecter aussi les autres. Il faut faire attention à l'hétérogénéité et à l'homogénéité au niveau du couple. Il n'est pas question de mettre toujours les mêmes profils dans les mêmes habitats. Ce sont les habitats qui sont mixtes. Donc, effectivement, il y a des couples qui se créent et les couples qui se séparent. Ça fait partie de la vie. Et on a effectivement des personnes, alors, la plupart du temps, c'est des plus jeunes qui, au bout d'un certain temps, veulent habiter dans un habitat de droit commun, mais seul, au-delà de l'habitat partagé. Donc, d'où le projet, il y a maintenant à peu près 2 ans, d'habitat diffus, d'expériences plus ou moins concluantes, de personnes qui sont parties tout en restant sur l'aspect collectif. C'est-à-dire qu'ils sont dans un habitat diffus, mais il y a des passages où ils sont dans du collectif avec les personnes qui sont en habitat partagé. Là, on a 2 personnes qui ont échangé. Bon, la personne pensait que ça fonctionnerait bien et s'est aperçue que le collectif lui manquait trop. Donc, elle est revenue sur l'habitat partagé et une personne qui voulait faire l'essai de sortir de cet habitat partagé est partie dans l'habitat diffus. Et c'est, je pense, le marchepied sur peut-être autre chose. On n'en sait rien. Alors là, ce que je vous décris, c'est tout beau, tout rose. On a des échecs. On a des échecs. Du fait de la pathologie parfois de la personne, parce que le soin n'est pas suffisant et ce qui avait échoué au domicile en droit commun échoue aussi dans l'habitat partagé. On a une personne en particulier là dernièrement qui venait d'un foyer de vie. Ça a bien fonctionné. Dans l'habitat partagé, elle est passée dans du diffus. Et là, au niveau du diffus, on s'est aperçu qu'on était à la limite de ce qu'elle pouvait faire. Et pourtant, elle était partante, c'était ce qu'elle voulait faire. Mais pour le coup, elle est confrontée à ses propres limites à elle. C'est compliqué parce que faire machine arrière, c'est pas simple. On l'accompagne. Il y a la fonction du coordinateur, il y a 2 animatrices. Et là, c'est un travail d'accompagnement qui est important pour le coup. Il n'est pas forcément le rôle du mandataire. Le mandataire, lui, il est plus dans cette partie d'orchestration et de mise en lien, puisqu'il peut permettre aussi l'intervention d'un SAVS. Il y a des personnes protégées qui sortent et donc le SAVS accompagne aussi sur cette sortie de services d'aide à domicile, l'infirmier, donc tout ce qui est du droit commun. Au départ, ce qui nous avait posé problème, parce que l'AVP n'était pas mis en place, on pensait pouvoir faire une mutualisation de la PCH, mais la PCH est un droit individuel sur un besoin personnel. Cette mutualisation n'a jamais fonctionné. Donc du coup, c'est vrai que l'AVP est pour le coup bienvenue, parce que ça permet aussi de financer à la fois des postes, mais surtout des temps collectifs qui ne sont pas forcément au niveau du logement. Là, ça fait 2-3 années de suite qu'il est organisé des séjours vacances pour des personnes qui le souhaitent, il n'y a rien à poser. Et ils partent, là, ils sont partis en Normandie et c'est une expérience qui est assez bien vécue puisque ça fédère aussi un groupe.
ils font des échanges entre habitat partagé, entre fourmis, jeumons, ils font Noël ensemble, ils fêtent leur anniversaire ensemble. C'est exceptionnel. Et on a vu des situations, enfin moi j'ai vu des situations qui étaient complètement enquistées de personnes pour lesquelles j'aurais pas mis un iota sur le projet d'habitat partagé qui aujourd'hui me stupéfie. Xavier, qui était un grand marginal, qui était dans la rue, qui avait vécu dans un logement, mais qui avait détruit son logement, hein. C'est la première fois que je vois le bloc d'électricité complètement déglingué. Et on s'était dit, on lui avait proposé, parce que c'était ça, retourner à la rue, il avait dit, on va tester. Et ben, 6 ans après, il y est toujours, il s'est intégré, et ça se passe très bien. Muriel, qui était, alors là pour le coup, quelqu'un qui était suivi par la psy, enfin non, qui était justement pas suivi par la psy, qui s'était renfermé sur son logement, qui avait fermé son logement, toutes les ouvertures, et qui s'est retrouvé en expulsion. Et pour le coup, à qui on a fait cette proposition-là, et qui c'était soit l'hospitalisation, soit le foyer, soit effectivement cette entrée en habitat partagé. Et ça a été aussi une belle réussite avec un retour aux soins. On est parti, enfin, sur les premières entrées, on a toujours été vigilant à ce que les personnes qui puissent accéder à l'habitat partagé soient des personnes qui avaient déjà une habitude, ou du moins un passé, dans du locatif. Parce que trouver ses marques dans du locatif quand on n'a jamais vécu dans un logement seul pour se l'approprier, c'est compliqué, avec des principes qui sont exclusifs, hein, c'est-à-dire que d'exclusion plutôt, c'est-à-dire que l'alcool et tout ce qui est produit de substitution, ça ne va pas bon ménage avec les personnes qu'on peut accueillir et ça peut être déstructurant. Là aujourd'hui, on a quelques belles réussites, on a eu des échecs, bon, ça fait partie de la vie. On essaye toujours de trouver une solution au-delà du mandat de protection qu'on peut avoir d'hébergement, même si c'est de 115, hein, parce qu'il faut reconnaître que des fois, il n'y a pas d'autre solution, ou une hospitalisation, parce que c'est aussi la solution pour les personnes. Voilà, avec des âges très différents. On peut avoir des jeunes de 22 ans avec des personnes de plus de 60 ans qui restent parce qu'ils sont rentrés à 55 et on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui s'approprie son logement, lui dire à 60 ans tu rentres plus dans le cadre, il faut trouver autre chose. Non, ils restent et ça se passe bien. Et il y a une sorte de mutualisation entre eux et d'acceptation. C'est important quand il y a une nouvelle personne qui arrive que le groupe l'accepte. Et on passe sur des phases de cooptation. Et où des fois, ils nous disent, non, là, ça ne marchera pas. Et on explique à la personne, elle dit, oui, j'ai bien vu qu'avec le groupe, ça ne fonctionnait pas. Et voilà, on passe à autre chose, c'est d'autres projets. Voilà. Sur un plan financier, ça a un coût, mais je dirais que l'avantage, ça coûte moins cher qu'un hébergement en structure, ça c'est clair. Oui, effectivement, elle finance en grosse partie son hébergement, mais elle est locataire. Donc, elle a ses meubles, elle paye un loyer, elle l'APL, elle paye sa nourriture, elle paye ses loisirs, comme si elle était, c'est son chez soi, quoi. Ça, c'est important. Et puis, elle n'est pas seule. L'isolement est des causes d'échec quand même dans le maintien du locatif, en général pour les personnes qu'on accompagne par un mandat. Voilà, je vois que j'ai quand même pris un quart d'heure. On va quand même laisser la possibilité d'échanger, de poser des questions si vous en avez. Merci pour ce retour. Je vous propose, est-ce que vous avez des questions? Ça avait été clair. Ouais. Non, aucune question. Vous pouvez interagir dans la conversation. Oui, je voulais quand même dire du coup que l'aide à la vie partagée, c'est vrai que c'est un droit qui est attribué à la personne, mais versé au tiers bénéficiaire qui est le porteur. Donc c'est vrai que au début aussi, quand on a démarré les projets AVP, en fait, comme nous, on
département, on reçoit le formulaire, on doit notifier à la personne et donc la notification, elle faisait débat, hein, puisque les personnes recevaient une notification en disant bah, vous avez droit à un montant d'AVP à hauteur de 5 000 euros, 7 500 euros. Donc ça faisait beaucoup débat. Tiens, je ne les ai pas reçus, comment ça se fait? Donc voilà, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi le savoir. Donc c'est bien attribué à la personne, mais versé au tiers régulateur, au tiers bénéficiaire. Et puis c'est elle qui signe son projet propre, hein, Tout à fait. par rapport à cet aspect collectif et ce à quoi elle souhaite accéder et ce qui peut se créer. Mhm. Le mandataire, dans ce cadre-là, le reçoit après par la suite pour une question de validation, Oui. suivant le type de mesure, et ça repart, mais le mandataire ne sait pas finalement quand ça revient de Ouais, non. notre service, ça revient directement au service porteur. Ouais. Le mandataire n'est pas forcément informé. Mais, On a des questions. Donc, existe-t-il une liste des différents habitats partagés? Oui, en fait, sur le site du département du Nord, vous avez une cartographie. Donc, bon, vous cliquez et vous trouverez l'adresse du porteur, en fait. Donc, le porteur que vous pouvez contacter à ce moment-là pour voir avec lui s'il y a des logements disponibles. Mais oui, donc sur le site Le Nord, Habitat inclusif, une cartographie, il suffit de cliquer sur, voilà, sur le territoire, enfin, le territoire que vous souhaitez. Vous trouverez l'ensemble des adresses et coordonnées. et il est important que le projet, enfin le souhait d'intégrer un habitat partagé vienne bien de la personne. Parce que si c'est pas son projet, si c'est une orientation comme on peut le faire sur une structure, ça ne fonctionne pas, quoi. Parce qu'il y a une implication financière derrière, il y a des coûts et des choix qui devront être faits dans son projet. Existe-t-il une forme d'habitat partagé au sein de la métropole de Lille, personnes âgées, personnes en situation de handicap? Après, des mixités, en fait. Donc, c'est vrai que oui, on a quelques projets qui mixent des personnes. Après, comme on le disait, il faut faire attention au fait qu'il y a une cohérence, en fait, finalement, et que les personnes, elles se choisissent. Hein, parce que c'est vrai que si vous avez une personne de 60 ans, 65 ans, voilà, sans handicap, avec une personne très en situation de handicap psychique, c'est vrai que pour partager un projet de vie sociale et partagé, ça va être compliqué dans le choix des activités, dans le choix du faire ensemble, ça va être compliqué. Donc c'est ça aussi, c'est que le porteur, il doit s'assurer qu'il y a quand même voilà, même, enfin, des intérêts communs, enfin, voilà, quelque chose qui soit qui permette voilà, d'avoir un pilier, enfin, des points communs entre les personnes. Et c'est vrai que cette phase parfois de d'essai, hein, elle permet justement aussi bien aux personnes de se dire bah oui, c'est vrai que pour partager quelque chose ensemble, c'est possible, on s'entend bien, voilà, ou alors non, c'est pas possible parce que soit la personne, elle n'est pas du tout dans la participation, elle se replie sur elle-même, ou alors elle a des décompensations enfin, la maladie, elle prend le dessus et là, ça devient compliqué. Donc, il y en a, mais c'est vrai que dans notre programmation, normalement, c'est projet PA. Projet PH, hein, avec les critères. On a quelques exceptions parce que pour nous, département du Nord, il est hors de question de refuser dans un projet qui est par exemple inscrit projet PA, de refuser une personne qui serait personne en situation de handicap et qui serait partie prenante du projet, adhérente et qui a rencontré les locataires du projet et tout se passe bien, elle s'entend bien, il ne serait pas question de refuser parce qu'elle est en situation de handicap et que le projet il est PA. On a cette souplesse aussi, nous, en tout cas au niveau du département, on a eu le cas. Hein, par exemple, sur une ville, la ville d'Incel, c'est un projet PA. Il y a une personne en situation de handicap qui voulait voilà, ça a matché vraiment bien avec les locataires. Ce projet-là lui plaisait, elle était dans une résidence et elle était assez isolée. Et voilà, on a cette souplesse. Donc, c'est tout à fait possible, mais voilà, toujours, il faut que les gens ils partagent quelque chose. S'il y a trop de différences, c'est pas la peine. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On s'arrête là.
Et ben, merci à tout le monde pour la participation. Merci à Madame Britt, merci Monsieur Saunier. Et puis, j'espère que vous avez pu trouver toutes les réponses que vous cherchez à la question de l'habitat inclusif. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.